Michelin, Motion for Life. Soyez les bienvenus dans Racing Stream, votre rendez-vous hebdomadaire sur MGG. On est tellement content de vous retrouver. Alors oui, Donald n'est pas là, évidemment. Les absents ont toujours tort, mais je vais quand même les citer parce qu'on les aime bien. Jean-Louis Moncet, Fabien également, et puis donc Donald. Ils seront là la semaine prochaine. Mais on a un plateau fourni. Je commence par Monsieur le Président. Et oui, on a un président avec nous. Sébastien Poirier, bonsoir. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous, on est ravis, vraiment. Plaisir partagé. Bon voilà, président de la Fédération française de motocyclisme. Donc pour parler moto dans cette émission, on a un pilote également, Martin Renaudin, pilote de Superbike, ça va ? Ça va très bien et toi ? Bon écoute, tout va bien, on est bien. Côté droite mon côté droit en tout cas pour ce plateau. Et puis côté gauche, on a les joyeux lurons là aussi, encore d'autres joyeux lurons. Rémi Tissier, comment ça va ? Très bien, parfait. Accompagné d'un illustre ingénieur, c'est ça, Fabien Rollo ? Bonjour Anthony, merci de l'invitation. Et écoute, avec grand plaisir, ingénieur chez Kawasaki, c'est ça ? Exactement, oui. Ingénieur et même d'ailleurs racing coordinateur, on y reviendra. Voilà, si on peut l'avouer, c'est le titre officiel, on va dire. Voilà, faites de l'anglicisme en tout cas. Donc on va parler de moto, on l'a bien compris. Il y a vraiment tous les terrains qui vont être abordés. On va parler donc de terrains boueux, terrains glissants et puis également de la piste parce qu'on a nos pilotes justement qui sont là et qui nous ont régalé ce week-end pour la finale du French Superbike. Mais on va commencer par le Speedway. C'est parti dans un instant. Le Speedway Grand Prix. Alors là, je me retourne vers Rémi, le spécialiste du Speedway Grand Prix. Tu l'as commenté ce week-end. Oui. Et c'était une finale de fou. On était en plus en Pologne chez le multiple champion. Voilà, et il était tendu, il n'a pas donné comme souvent d'interviews au début, avant le départ, la différence de son adversaire Fredrik Lindgren. On rappelle l'histoire, un président, c'est la FIM qui l'a sanctionné. Sur la course précédente, au Danemark, il a fait une erreur. C'est une boulette, il y en a d'autres, on verra, Motegi qui en ont fait aussi. Il y a des règlements, il faut les respecter. Il doit être avec le drapeau de la Pologne, avec ses sponsors. Et il est venu parce qu'il gagne beaucoup d'argent, tous ces pilotes, en roulant en Extraliga, en roulant au Danemark. Il n'avait pas le bon sponsor, donc il a été disqualifié. Du coup, son adversaire a repris 18 points. Il n'y a plus que 6 points d'écart. Il y a eu une dixième manche qui a été déjà sensationnelle. Mais bon, quand il est comme ça, il est absolument intouchable. Il a quasiment tout gagné. Mais bravo à Lindgren parce que jusqu'au bout, demi-finale inclus, il va aller en finale. Il fallait en finale s'il y était. Qu'il gagne, que Smart League soit 4, auquel cas il y aurait eu pour la première fois de l'histoire quasiment un run-off. Et il a fait ce qu'il a pu, mais c'était pas possible. Quand il est comme ça, il est au-dessus du lot, Bartol Smart League. Surtout à domicile, j'allais dire, il y avait peu de chances qu'il se fasse battre, non ? Et il était tendu quand même. Ah ouais. C'est la première fois qu'il avait une finale comme ça où il jouait sur une journée d'habitude. C'était l'année dernière, par exemple, c'était fini avant la fin. On avait regardé avec le président de la FIM sur Jorge Vegas et tous les gens du Bol d'Or au Bol d'Or dans le camion de la FIM. L'épreuve, et ça s'était terminé à l'avant-dernière, donc il avait été débarrassé de cette finale de Toruń. Et là, en plus, pour une fois, pour la première fois depuis 5 Grands Prix, il n'y a pas eu de chute spectaculaire de pilotes qui montent à 2 mètres, et tant mieux. C'est une piste où il y a beaucoup de spectacles à Toruń. L'ambiance était extraordinaire, vous imaginez bien après. Voilà, c'est la finale, il part. C'est la première fois de l'année où quand vous aviez le casque rouge, le à l'intérieur, c'était quasiment gagné. Et quand vous avez le plus de points, vous choisissez en demi-finale votre porte rouge, et en finale aussi. Et donc, c'était injouable pour les autres. Et Lindgren s'est quand même battu jusqu'au bout. Parce que sur les 23 cours, jusqu'à la finale, il y a du suspense encore. C'est des sports mécaniques. Vous pouvez casser, vous pouvez chuter, vous pouvez vous faire mal. Et il a été ensuite énorme. Il a été porté en triomphe par son équipe, par l'entraîneur national. Il y a eu l'ambiance incroyable dans les tribunes. Évidemment, quand vous êtes polonais et que vous gagnez... Oui, c'est toujours quelque chose, effectivement. Sébastien Poirier, est-ce que vous aimez ce type de compétition ? Parce que je sais qu'en France, on a envie aussi de développer ça. C'est moins facile, c'est plutôt dans le sud-ouest, c'est ça ? Plutôt concentré dans le sud-ouest, près de Marmande. Alors on a aussi une très belle piste près de Mâcon, par Monsieur Baudras, qui organise de nombreuses compétitions. La France est une nation de long track. On a une culture de long track, pas de speedway. Donc, le président de la commission, Thierry Boin, a développé une ligue de speedway. On a aujourd'hui quelques Français qui commencent à performer à l'international. On est la 6e nation aujourd'hui au niveau du ranking. Donc, on travaille. On a 2 Français, Dimitri Berger et David Bellego, je crois. Il a failli rouler. Il y a eu encore un blessé. Exactement. S'il y avait eu encore un blessé oui pour Toruń, c'était lui, Dimitri Berger. Et donc, c'est très important pour nous parce qu'on a un jeune qui est
aux portes du GP en Speedway, ce qui sera une première. Donc il y a un travail qui est aujourd'hui réalisé par la fédération à travers cette ligue de Speedway. Et pour ne rien vous cacher, j'ai échangé avec le président récemment de la commission. L'objectif à moyen terme, ça serait d'organiser un Grand Prix de Speedway. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le Grand Prix de Speedway, c'est une très très grosse machine. Il y a un promoteur, celui d'ailleurs du Bol d'Or, le Warner Bros, qui est derrière et qui fait un gros travail. Et aujourd'hui, ce sont des stades de 50 000 spectateurs en Pologne. Donc moi, j'ai bon espoir qu'on puisse accueillir un Grand Prix de Speedway. Mais J'ai bon espoir également que nos pilotes, jeunes pilotes qui en vivent, il faut savoir qu'un Dimitri, un David, eh bien, vivent de leur sport à travers des contrats soit en Angleterre, soit en Pologne. Ils roulent énormément. Donc oui, il faut vraiment tirer cette discipline vers le haut. On a la culture du long track, on a des beaux champions du monde de long track. Maintenant, il faut qu'on bascule vers du speedway. Ça va se faire dans le temps. Mais aujourd'hui, on a une très belle ligue nationale de speedway avec de très très bons pilotes qui viennent dans les clubs français. On croise les doigts. Alors, j'espère que ça va fonctionner. Martin, est-ce que ça te plaît, toi, ce type de performance, j'allais dire? Alors, pas forcément pour l'essayer, parce que c'est un peu des fous. Mais en tout cas, est-ce que tu suis un petit peu? Alors, je suis pas du tout. Par contre, c'est une discipline que quand je la regarde, je trouve ça impressionnant et intéressant, techniquement parlant, parce que la maîtrise de la glisse comme ça, nous, on sait pas faire et c'est quand même très particulier. Les motos aussi sont bien différentes, donc c'est toujours intéressant. Il y a toujours un peu de spectacle aussi, comme disait Rémi tout à l'heure, avec de temps en temps des crashs assez réguliers. Donc, non, c'est une discipline que je connais pas, mais que j'aimerais bien connaître. Bon, alors on est là pour ça justement dans Racing Stream. Fabien, l'œil de l'ingénieur, ces motos, elles ont l'air quand même très puissantes. Rémi nous le dit à chaque fois, c'est l'accélération digne d'une Formule 1, voire même plus. Bah oui, mais surtout parce que ça n'utilise pas de l'essence standard. Je crois qu'ils mettent de l'éthanol là-dedans, et donc ça fait forcément des accélérations, ça explose dans le moteur. Les moteurs sont destinés pour ça, parce que forcément avec l'éthanol, les pressions à l'intérieur sont plus les mêmes. Et c'est des motos vraiment spécifiques qui sont développées que pour ça. C'est assez impressionnant. J'ai toujours, enfin c'est sur ma liste. Comme j'habite à Amsterdam, il y a Assen qui fait, c'est pas du speedway, c'est du high speedway. Ça fait sur glace. Alors là, c'est génial. Niveau au-dessus parce qu'il y a des clous en plus. Si vous tombez, vous faites rouler dessus. Et celle-là, j'aimerais voir. Il faut que tu ailles la voir. C'est sensationnel. Mais ça a pris un petit peu dans l'aile parce que c'était souvent aussi en Russie. J'en ai commenté moi des courses d'high speed gladiator. C'est vrai que c'était un peu. Ça fait peur parce que oui, les clous quand ils se roulent dessus. Mais c'est vrai que là, en ce moment, avec la guerre en Ukraine, forcément, comme c'était les Russes qui gagnaient. Ouais, le championnat du monde est complètement décimé là, par la guerre. C'est vrai que ça bouleverse un petit peu les Mais c'est aussi enjeux. une belle discipline. Ah, c'est une magnifique discipline, bien sûr. On a Là, on en fait un peu vraiment moins en France du high speedway. Faut trouver. On va remercier Warner Bros et exactement. Discovery qui nous ont permis de diffuser les images. Président, je sais que vous travaillez et l'organisateur aussi. On va passer petit à petit de 10 sans doute à 12, 13, puis 14. On peut monter à beaucoup plus de manches que ça dans le monde. Il va sans doute y avoir l'Australie qui va revenir au calendrier, tant mieux, parce que ça sera bien. Pour la France, ça pourrait être quoi, 2025, 2026, une manche française? Je sais pas. Il faut vraiment qu'on y travaille. En tout cas, l'objectif, c'est vraiment d'accueillir un Grand Prix de Speedway dans de très belles conditions, que ça soit de manière totalement apaisée. Il ne faut pas se tromper. Je pense qu'encore une fois, on ne mesure pas l'importance de ce type de manifestation. Il y a un promoteur qui apporte énormément et qui a besoin énormément de dimensionnement en termes de télé. Il faut savoir que le Speedway, au niveau de la FIM, c'est le deuxième sport. Deuxième sport dans le monde. Donc, le président est venu 3 fois cette année sur les dimanches de la Coupe du Monde et est venu de Speedway GP et plus à la Coupe du Monde. C'est-à-dire sur les 11 événements, M. Vorgevegas s'est déplacé 4 fois. Exactement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y était ce week-end et il a d'ailleurs récupéré la belle combinaison du champion du monde. Donc le champion du monde n'est pas fâché avec la FIM. La FIM n'a fait que son travail, qui est quelquefois difficile. Mais en effet, c'est une discipline très importante. Et donc l'organiser, il ne faut surtout pas penser que c'est facile. Non, il faut trouver l'endroit, soit un stade, soit un site provisoire. Et si c'est provisoire, c'est-à-dire qu'il faut tout équiper. Et puis derrière, être en capacité aussi de trouver l'équilibre économique, parce qu'il ne s'agit pas non plus d'envoyer au casse-pipe à l'organisateur. Donc il faut vraiment qu'on travaille pour en faire une très belle fête. Et surtout, Rémi, faire en sorte que ça soit l'occasion aussi pour la France de passer un cap en termes de speedway. Donc si on avait un pilote en GP, je pense que ça permettrait peut-être d'accélérer les choses. Eh bien, en tout cas, ça ne sera sans doute pas pour
l'an prochain encore, Non. hein, Non, c'est malheureusement. pas pour l'an prochain. Ah, tout à c'est fait. encore un peu tôt, mais ça me fait la transition, donc ça me va, parce que justement, on a une nation qui fonctionne bien, la France, en motocross, et on va parler du motocross des nations. Ça fait vraiment écho à ce qu'on disait. Motocross des nations, 76e édition, et c'est la 9e fois, si je compte bien, qu'on se retrouve en France, président. Ça sera à Ernée, et c'est à la fin de la semaine. Tout à fait. Ce week-end, un week-end cœur fondamental pour le motocross. C'est notre Coupe Davis à nous, c'est-à-dire qu'on organise une épreuve par équipe, alors que nous sommes un sport individuel. Donc ça crée une ambiance totalement différente. Ça offre aussi une dynamique de discipline pour une fédération, c'est-à-dire de pouvoir communiquer non pas sur des pilotes individuels, mais sur une équipe de France. Donc on réussit à travers ces épreuves par équipe à embarquer toute une discipline, toute une fédération. Donc pour nous, c'est vraiment un élément important. On a des épreuves nationales dans quasiment toutes les disciplines, mais là, on a la chance de l'accueillir. On est déjà à 22 000 ou 23 000 préventes extraordinaire sur un circuit comme celui d'Ernée. On sait que ça va être une magnifique réussite. Le temps sera de la partie. On a une très belle équipe de France et de très belles équipes aussi étrangères, américaines et australiennes. On souhaite récupérer évidemment notre trophée qu'on a perdu l'an passé aux États-Unis puisqu'on était deuxième. Donc j'espère qu'on va récupérer ce trophée Chamberlain pour cette septième étoile. Mais ça va être une très très belle fête pour la moto en règle générale et puis pour le motocross en particulier. Ouais, on croise les doigts. Alors Martin, là je me tourne vers toi. T'as pas commencé par le motocross, toi. Il y a beaucoup de pilotes qui sont en circuit, je veux dire, et qui commencent par le motocross. Est-ce que ça a été ton cas? Même pas. Ah, non. Il peut pas, il vient du Mans. Ah oui, c'est vrai. Moi, étant natif du Mans, je me suis mis sur un Piwi et j'ai démarré directement sur l'asphalte. Ah oui, d'accord. La filière vitesse qu'on va réévoquer évidemment avec Sébastien tout à l'heure. Anthony, je suis Oui. allé tout à l'heure faire une interview pour la Fédération française de moto avec Martin Renaudin. J'étais étonné de voir. Il y a déjà toutes vos équipes sont déjà parties là-bas à la communication de l'équipe de Benjamin Dortmund dès le lundi. Même pour le Grand Prix de France Moto, j'ai pas l'impression, le sentiment que les équipes partent aussitôt. Oui, alors parce qu'on fait beaucoup plus de choses sur le motocross des nations. D'une part parce que c'est une épreuve où on peut plus travailler. Sur un Grand Prix de France, vous avez le promoteur FIM qui, entre guillemets, encadre terriblement les choses et qui offre moins de liberté, mais avec un rendu qui est de qualité. Ce qu'il faut savoir, c'est que on a une équipe de France que l'on va suivre sur les 5 jours, donc qui nous offrira la possibilité d'offrir des résumés et d'avoir vraiment un reportage sur l'équipe de France en intérieur. On va aussi développer une boutique. Ça sera la première fois que la fédération va travailler la boutique avec un livre spécifique équipe de France qui sera donc vendu et qui fera l'objet d'une promotion sur place. Et puis la troisième chose qu'on va porter, c'est un reportage sur les bénévoles des nations et notamment essayer à travers cela de valoriser tous les postes de bénévoles que l'on peut rencontrer sur un circuit de motocross comme sur un circuit de vitesse et avec un YouTuber, donc un regard jeune qui, je l'espère, nous fera un rendu de qualité pour embarquer avec nous parce que vous savez, une fédération, il faut toujours se projeter à demain. On a la chance d'avoir beaucoup de bénévoles. Ils font la richesse de la fédération et Martin, ce week-end au Castellet, eh bien, il a pu pratiquer son sport grâce à tous ces bénévoles qui étaient là pour le protéger, pour l'encadrer. Eh bien, à nous de faire en sorte d'embarquer aussi les jeunes. Et donc, on a cette équipe. Donc, pour répondre définitivement à ta question, Rémi, c'est beaucoup de travail pour la Fédé. On fédère, on veut vraiment fédérer à travers cette épreuve un petit peu hors norme, parce que c'est typiquement des épreuves qui ont un esprit un peu spécifique, un esprit d'équipe, et c'est pour ça qu'on a engagé des moyens en termes de communication. Et puis Martin Renaudin, il avait son YouTuber ce week-end. Eh ben oui. Castellet, il avait Yann Marian. Et oui, mon fidèle Yann Marian avec Moto IGP Addict où on continue à produire la course dans la peau et à faire vivre la course de l'intérieur. Donc sur quelle chaîne YouTube d'ailleurs on retrouve? Alors sur la chaîne de la FFM évidemment pour le motocross des nations, mais sur la chaîne MotoGP Addict, c'est ça? Ah bah exactement, sur la chaîne MotoGP Addict, sur tous les réseaux sociaux, on est partout. Donc il y a Yann, Alex également aussi, qu'on voit un peu moins, mais on salue évidemment Alexandre. Mais c'est un gros dispositif. Ça, tout de suite, tu as dit oui pour te faire suivre justement comme ça? Oui, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour trouver des partenaires, c'est de plus en plus dur. Et aujourd'hui, on est obligé de pouvoir avoir des solutions pour mettre les marques en avant. Et le fait d'avoir des réseaux sociaux, et en même temps, il y a aussi eu le Covid qui est passé par là, où Yann a eu l'idée de vouloir faire vivre en fait la course de l'intérieur, parce que les gens étaient enfermés chez eux et ne pouvaient pas se déplacer sur les courses. Donc, c'était la solution pour qu'eux se retrouvent aussi avec nous. Et en fait, ça a vraiment pris et les gens
continue à suivre et ça s'amplifie, donc c'est génial. Bon, bah écoute, on a dessiné tout à l'heure, on a mis ton sponsor juste. Voilà, Yamaha, je crois qu'on est pas mal. On a aussi notre équipementier, pour nous, on est bien avec Michelin. Je voulais rebondir avec Fabien sur le motocross. Ça t'a jamais tenté, parce que les Verts, ils sont quand même forts aussi en motocross chez Kawasaki. Alors c'est pas que ça me tente pas, parce que je m'en suis même occupé pendant un moment. Je fais l'émission que Kawasaki me donne. Bien en fait. sûr. Donc j'avais d'ailleurs de très bonnes relations avec le team précédent, puis on a changé de team. Et Là, c'est Kimi Raikkonen, je crois, qui est derrière la manette. Oui, exactement. Ouais. Ils ont un workshop phénoménal avec la Formule 1 garée au milieu. C'est vrai, Oui, incroyable. c'est assez phénoménal, mais c'est en fait à l'aune de ce changement, en fait, la main a été reprise par le R&D au Japon qui suit directement le team et tout le développement de la moto. Donc voilà, moi j'ai aussi d'autres activités qui me font pas mal voyager, donc je peux pas être partout quand même. Donc, mais je suis beaucoup le motocross, j'aime beaucoup le motocross, j'en fais un petit peu moi à mon niveau piètre, mais on s'est rencontrés, tu travaillais avec Randy Lepini quand on s'est rencontrés. Exactement, oui. Et après, pour la petite histoire, un jour, on était sortis faire la fête à Paris pour un Grand Prix du Japon, et j'ai passé un coup de fil à Michael Bartolemi, c'était le début de l'aventure. Mais avant, tu as travaillé dans la voiture, si je me souviens bien. J'ai travaillé dans la voiture, pas en compétition, mais oui, j'ai fait aussi du développement électronique pour les voitures. C'était à l'époque Peugeot, mais j'ai fait aussi Ford et le groupe Ford où je faisais de l'intégration moteur. Ouais, donc tu touches un petit peu à tout, quoi, finalement. Voilà, multicars. Enfin là, maintenant, ça fait quand même pas mal d'années que je suis dans la moto et pas mal de pistes. C'est mon cœur de métier, on va dire. C'est pour un ingénieur, il y a un peu plus de travail à faire quand même sur la piste en développement de la moto. Les motocross sont un peu. C'est quand même. Enfin, maintenant, ça devient des machines très très développées avec des pièces très spécifiques. Mais en termes de développement général pour un ingénieur, il y a quand même un peu plus de travail en piste que sur le motocross. Donc voilà. Pour l'instant, je suis plus spécialisé sur la piste. Moi, je rebondis, Sébastien Poirier, sur l'équipe en fait qui a été choisie. C'est plutôt bien fait. Il y a une KTM, une Kawasaki, une Yamaha. On est plutôt pas mal au niveau des constructeurs aussi. Oui, alors quand on met en place une équipe, on ne tient pas compte de la marque ou des contrats personnels des pilotes, parce qu'autrement on serait dans une difficulté impossible, inextricable. Ceci étant, on a un sport immatériel, et donc c'est clair que lorsqu'on choisit et sélectionne un pilote, que ce soit pour le motocross des nations, pour les ISDE ou pour le Trail des nations, l'entreprise, les marques, les concessionnaires, eh bien, sont embarqués avec nous. On le voit notamment sur les teams américains, comment est-ce qu'il est compliqué de mettre à disposition du matériel pour les pilotes. Donc c'est vraiment un travail d'équipe, c'est-à-dire qu'il faut travailler en confiance avec les teams, avec les constructeurs, parce qu'encore une fois, c'est une saison qui se rajoute, où c'est pas la marque qui participe vraiment en tant que telle, c'est à travers une équipe nationale. Donc, et c'est en ça que c'est intéressant. Parce que c'est tellement complexe, c'est tellement difficile, lorsque vous sélectionnez un pilote, d'embarquer aussi son entreprise, d'embarquer son usine. Et bon, c'est vrai que cette année, on a 3 pilotes européens, mais c'est pas un critère vraiment de sélection. Nous, ce que l'on veut, c'est la plus belle équipe, construire la plus belle équipe pour gagner. Et c'est pas le travail qui nous fait peur. Et donc, quand Gauthier Paulin est venu présenter son projet avec la DTN, etc., et il nous a présenté sa sélection, en tout cas sa proposition de sélection, et qu'on l'a entériné, et que je l'ai entériné, bien évidemment qu'on n'est pas rentré dans la problématique des marques, des casquettes. Vous savez qu'il y a aussi les sponsors, je dirais, boissons énergétiques, qui quelquefois ont pu poser un problème. Donc voilà, on essaie vraiment de faire abstraction des difficultés, mais de savoir quels sont les pilotes qui sportivement méritent leur place, et puis après on passe les différentes étapes de la construction du projet. En tout cas, on a au niveau technique, en fait, la différence entre les motos de piste et les motos de cross, c'est un format qui est possible à faire en motocross, parce que les motos restent quand même assez proches. Moi, j'adorerais pouvoir appliquer ça sur la piste. Oui, pourquoi pas. Mais les développements, les spécificités de chaque moto font que effectivement, c'est beaucoup plus compliqué, voire même impossible. Bon, mais ça serait intéressant de voir un Toprak sur une Ducati. Un Superbike des nations, ce serait pas possible. Bah non, je pense pas que ça serait possible. Les enjeux et les sommes sont beaucoup trop importantes, et les spécificités de développement des motos sont aussi quand même. Je pense aussi qu'un Toprak sur une Ducati, ça l'intéresserait. Oui. On va le voir sur une BMW déjà. Attendez, on va pas le voir partout. Mais non, en tout cas, c'est intéressant. Donc on va rappeler évidemment chez Kawa. Donc c'est Romain Fèvre pour l'équipe de France. On a Tom Vial, et puis on aura également Maxime Renaud. Donc voilà, on a une Tom belle Vial équipe. pour KTM, et puis Maxime Renaud pour Yamaha. Ouais. Juste peut-être pour conclure sur les équipes de France,
Juste un exemple pour vous dire la difficulté et le partenariat que l'on doit mener avec les constructeurs et concessionnaires pour les ISDE qui se déroulent en Argentine courant du mois de novembre. Le container est parti il y a 15 jours. Waouh. Donc aujourd'hui, on a un blessé. Ça nécessite une mécanique qui est extrêmement complexe parce qu'on fige les choses très longtemps en amont. Donc ce qui vaut pour les Européens lorsqu'on va en Amérique, enfin aux États-Unis ou en Amérique latine, vaut également pour eux lorsqu'ils viennent en Europe. Donc ça explique beaucoup de choses aussi parce que le fret, le transport aujourd'hui, c'est vraiment un point très très important dans le déplacement des équipes. Et on le voit même au MotoGP réussit quelquefois à avoir des problématiques cœur sur des déplacements intercontinentaux. C'est aussi qu'ils ont maintenant ils ont des calendriers quand même très très chargés avec pendant 20 courses, que ce soit en MotoGP ou même en MXGP, ils sont quasiment tout le temps partis. Donc effectivement, pour libérer le matériel et le mettre à disposition, les équipes aussi, parce que c'est les mêmes mécanos qui interviennent sur les motos, donc ça leur fait quand même des saisons très très longues. Donc voilà, c'est effectivement une logistique quand même très particulière. Mais ce qui est bien, c'est que les marques et les teams sont toujours très coopératifs. Exactement. Ils aiment tous de toute façon aller faire le MX des Nations, c'est une belle fête. Donc là, je crois que c'est à guichet fermé d'ailleurs. Mais ça va être vraiment extraordinaire. Exactement, pas loin. On est bien. Je pense que leur record, ils ne l'ont pas refait, la Dorna. À l'époque, le Grand Prix avait lieu le samedi au Brésil. Il y a exactement, c'est l'opposé, 12 heures de décalage avec le Japon. Je pense que c'est l'année où Olivier Jacques joue le titre face à Hirokato, Nakano et Okawa. Et on est parti. Alors, il y avait le choix. Il y en a qui sont partis côté États-Unis, l'autre côté revenir en Europe. On est arrivés, nous les journalistes, tous ceux qui... On était ébahis de fatigue, de décalage horaire et les pilotes devaient rouler. Donc les Japonais ont pris l'avantage évidemment et ça n'a plus jamais été refait. C'était trop là, c'était physiquement c'était injouable. Il y a ça aussi, puis on y reviendra peut-être avec vous, Président, aussi. Il y a ces problématiques environnementales, évidemment. On essaye aussi de regrouper les différentes épreuves. Alors, on va parler, on reste dans la France, évidemment, on reste en France avec le Superbike, parce qu'on a parlé du Motocross des Nations qui va avoir lieu ce week-end à Ernée. Mais là, on était au Castellet ce week-end et tu étais au Castellet, Martin, notamment. Donc, on va en parler. Ça s'est bien passé globalement ou pas ? Eh ben après un retour il y a quelques heures, oui, ça s'est plutôt bien passé. Bon. Le week-end avait plutôt mal commencé avec une grosse chute dès le vendredi matin à cause d'un petit souci technique, des qualifications derrière qui se déroulent pas comme on le souhaite à cause d'un second problème. Donc on savait très bien qu'on avait bien construit nos séances d'essai et qu'on avait un bon rythme. Malheureusement, on partait loin sur la grille, donc 13e, c'était pas forcément l'idéal. Et on finit quand même par se battre, faire des bons départs et se battre tout au long de la course et faire 2 belles places. Donc non, je suis vraiment content. T'es pilote Yamaha, mais t'es pas pilote Yamaha officiel, on rappelle. C'est une équipe aussi qui est familiale, entre guillemets. Exactement, je reste toujours avec mon père, ma mère et toute mon équipe de bénévoles autour de moi. Chez Yamaha, il n'existe pas de pilote officiel en championnats nationaux, surtout en championnat de France. C'est des pilotes qui sont supportés par Yamaha, mais qui ne sont pas officiels. Contrairement à Honda ou BMW. Bien sûr. Donc voilà, c'est une petite différence. Rémi, je te sollicite là-dessus. C'était un combat de folie cette année en championnat de France Superbike, avec des pilotes qui viennent d'endurance, qui viennent anciennement de Grand Prix et qui sont là à se battre aux avant-postes. Mathieu Ginès, Alan Tescher, mais surtout le retour de Jérémy Guardoni qu'on a commenté dans le paddock du Superbike. Et puis Mike Di face à Kenny Forêt, Mike Di qu'on a commenté champion du monde en 125 à Phillip Island et qui revient là, c'était sensationnel. Voilà, je pense que tu t'es battu avec eux. On en a parlé tout à l'heure. La différence avec les Honda, par exemple, il y avait une grosse différence avec cette équipe-là. Disons qu'en fait c'est un package. Pour moi, c'est pas vraiment sur la moto en elle-même, mais c'est surtout un package complet avec les pneumatiques et la moto. On a forcément des circuits qui peuvent nous avantager avec une Yamaha qui est très maniable. Quand on va arriver sur des circuits comme Carole ou Nogaro où il faut tourner court, ça va être un petit peu plus facile. Sur d'autres circuits où on est un peu désavantagé, comme Manicourt, avec des longs bouts droits, forcément. La Honda, elle est un petit peu plus moderne, comme la BMW. Donc voilà, on est un petit peu désavantagé, mais on arrive toujours à retrouver du positif dans
dans ce qu'on a dans les mains. Bon, d'accord. On a une petite image en caméra embarquée. On peut la faire tourner justement pendant qu'on discute de ce lieu, justement. Le Castellet, le Bol d'Or a eu lieu il y a quelques jours de cela. Et la grande finale du championnat de France, Sébastien, comment est-ce que la fédération a fait ce choix, justement, d'aller au Castellet ? Alors, écoutez, d'abord, ça faisait quelques années qu'il n'y avait pas d'épreuve de Superbike au Castellet. Donc, je crois qu'il y a une volonté aussi du circuit, plus des organisateurs, à prendre le risque et à faire le pari d'organiser au Castellet. Les pilotes étaient extrêmement contents. Je crois que tout le monde était ravi de pouvoir rouler au Castellet. C'est évidemment un magnifique écrin de sport mécanique. Donc aujourd'hui, notre championnat de France, il est sur quasiment tous les plus beaux circuits, parce qu'on a la chance d'avoir les grands circuits. On a Le Mans, Manicourt, le Castellet. Évidemment, je n'aurais pas mettre mal à l'aise les autres circuits, mais en tout cas, on a tous ces 3 circuits de grades internationaux, enfin avec les différents grades internationaux. Donc oui, c'est très positif pour notre championnat de France. On a, je crois, un très beau championnat de France. On oublie trop souvent de le dire et de l'affirmer. Sincèrement, quand on regarde le championnat national majeur espagnol, italien, alors je vais mettre le BSB un petit peu à part, mais bon sang de bonsoir, vous avez vu un petit peu le niveau de nos pilotes ? C'est vrai. Et on les retrouve en championnat du monde, endurance. Certains d'ailleurs, je pense à la 600 Supersport avec la wildcard de Johan Gimbert. On a vu son niveau et son niveau de performance à Manicourt. Donc je crois que il faut affirmer le paddock. Moi, j'ai l'occasion d'aller sur quelques épreuves de Superbike. Très beau paddock. Très très beau paddock, très professionnel. Enfin, je veux dire, on n'a rien à envier. Ce qui nous manque peut-être, c'est une diffusion média un peu plus importante, peut-être. C'est de continuer dans ce schéma-là. Mais je reviens au Castellet. Le Castellet, épreuve, la finale. Le club vraiment a respecté cette épreuve. Le public était public gratuit, donc il y avait du monde sur cette épreuve du Castellet. Donc non, une très très belle saison. En Superbike, des bagarres quasiment tout au long de la saison. Une finale magnifique. Je ne vais pas citer toutes les catégories, mais on a une nouvelle catégorie qui est importante pour nous, qui était le Moto 4, Moto 5, en complément de l'OGP. En 300, on a des jeunes aussi qui arrivent et qui brillent. Donc non, moi je suis très très heureux de cette année. J'espère qu'on fera aussi bien en 2024, voire mieux, avec plus de pilotes encore, et puis construire et toujours construire sur nos beaux circuits français. Ouais, c'est vrai que c'est toujours bien. Alors Fabien, je me tourne vers toi parce que il n'y a pas trop en Superbike de Kawasaki qui sont représentés. On a Yamaha, on a Honda, on a BMW. Pourtant, les Kawa, elles existent. Pourquoi pas en France ? Tout à fait, mais en fait, c'est un peu historique, mais Kawasaki France a son cœur de métier de compétition, c'est plutôt l'endurance. Voilà. Et donc, comme les budgets ne sont pas extensibles à l'infini, pour l'instant, la priorité est mise sur l'endurance. Alors, il y a une époque, on avait... ce qui était d'ailleurs très utile, il va falloir, moi je pense, y repenser peut-être, mais permettre aux pilotes engagés en endurance de rouler toute l'année dans le championnat de France donne une capacité d'entraînement et donne un peu plus de rythme en général aux pilotes. Donc c'est pour ça qu'à l'époque, Gilles Staffler arrivait à faire ces montages-là. Maintenant, on vient de changer de propriétaire de team. Hein. Ça a été racheté par Trickstar et Tsuruta-san. Mais donc, pour l'instant, c'est effectivement pas la priorité, mais il va falloir, je pense, y réfléchir, puisque ça pourra avoir un avantage aussi pour l'endurance. C'est vrai qu'il se pourrait que Florian Marino revienne chez Kawasaki ? Je le croise souvent, Florian. Il a roulé pour nous. Il est toujours habillé en vert quand il n'est pas sur sa moto d'endurance. Donc, c'est lui qui me l'a dit. On discute. Bon, c'est pas mal. C'est vrai que, tiens, je rebondis, Martin, rouler en endurance, rouler en sprint, c'est quelque chose qui est complémentaire ? Aujourd'hui, je pense que c'est primordial. D'ailleurs, pour moi, c'est l'une des raisons, la numéro 1, pour laquelle Mike DiMiglio est revenu en FSBK. Parce qu'il faut faire de la vitesse, il faut garder le rythme. Aujourd'hui, une course de 24 heures, c'est devenu des courses de vitesse qui durent 24 heures. Donc, on est obligé d'être toujours au maximum et de pouvoir repousser ses limites pour... après en endurance, avoir un bon rythme, parce qu'aujourd'hui, le rythme d'endurance, il est quand même très soutenu. Ah, mais il est partout, hein. Rémi, quand on voit... Donc, c'est Kenny Forêt qui gagne un 3e titre. Mais comme tu as dit, Mike DiMiglio se bat face à lui. On a Greg Leblanc, Axel Morin. Il avait très bien débuté dans des conditions météo particulières au Mans, Mike, et puis il perd sur les 2 derniers week-ends. Tu as vu que le président, tout à l'heure, je t'ai fait la remarque, il m'a dit, Martin, il dit, je pense maintenant, il est vraiment très fort, le championnat FSBK. Il me dit, je pense qu'on est le plus grand championnat en Europe. Je lui dis,
plus que l'Italie, que l'Espagne, que l'Allemagne, que beaucoup de pays, oui, mais quand même, le FSBK avec les moyens qu'il y a, le BSB, pardon, on n'y est pas encore totalement. La seule question polémique de l'émission, Président, oui, le FSBK est maintenant très fort, Martin l'a dit, on l'a vu. Le super sport, oui, le sidecar, père et fils Peugeot, sensationnel. Quasiment toutes les disciplines, sauf, et je m'en serais pas rendu compte, mais au circuit Carole cet été, Laurent Engel me dit, on a déjà fait venir nos 2 pilotes, Julio Garcia et Kevin Sabatucci au Mans, on a gagné très facilement, je fais bon. Ouais. Et ils sont retournés à Manicourt. Première course, ils ont battu les meilleurs Français, Justine Pédemonde et les garçons, de 17 secondes. Et sur la deuxième manche, c'est 27 et 28 secondes sur le troisième. Est-ce que c'est pas, pour l'instant, cette 300 française, le maillon faible ? Alors, juste, je voulais saluer le titre de notre ami Forêt. Oui. Parce que franchement, il a fait une saison extraordinaire. C'est-à-dire qu'on parle de Mac, mais pour le coup, Kenny n'a aucune erreur. Enfin, je veux dire, il a vraiment fait une saison de rêve parfaite, pas de faute. Il a vraiment construit son titre. Et donc, c'est un très beau champion de France. Alors, pour la 300, oui, je crois. Alors, ce qui est intéressant, 2 choses. Malgré tout, Rémi, c'est que le championnat de France aujourd'hui, on a vu des pilotes venir en wildcard qui roulaient à l'international. À Carole, on a eu aussi notre équipe de France qui roule en ETC, qui est venue se tester sur le championnat de France. On a vu les 300, en effet. On a vu également les écarts. Parce que c'est là que, à travers ces confrontations, on peut vraiment mesurer les écarts. Là où moi je mets un bémol, mais on a un ingénieur sur cette catégorie 300. Ce ne sont pas les mêmes boîtiers. Il y a un gros travail électronique entre le mondial et le championnat de France. La 300 est une catégorie faussement équitable, entre guillemets, où on peut travailler énormément, soit sur l'électronique, soit sur la mécanique. Et la 300 du championnat du monde et la 300 du championnat de France, ça n'a strictement rien à voir. Nous, on a un boîtier. On a imposé un boîtier en 300 qui est le boîtier Get, qui est certes la même marque que le boîtier Get du championnat du monde, mais ça n'est absolument pas la même chose. Donc la difficulté de ces catégories-là, c'est que sous la même appellation, on a des machines qui sont complètement différentes. Et la 300 aujourd'hui est une machine qui coûte relativement cher en termes de mécanique, parce qu'on pense en plus que c'est assez accessible. Et donc c'est en ce sens-là où la comparaison quelquefois est très difficile, parce qu'on ne parle pas de la même chose. C'est aussi pour ça que lorsqu'on a mis en place la wildcard en 600 et le partenariat qu'on a avec Yamaha et avec le team GMT, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la préparation, c'est-à-dire qu'on sélectionne la wildcard courant juillet. Il y a 1 ou 2 stages, et il y a une vraie appropriation de la machine du mondial Super Sport, parce que ça n'est pas la même que celle du championnat de France. Mais il y avait eu une wildcard avec Flembo l'année dernière en 300. Exactement. Il y a eu une fois une wildcard. On avait mis en place une wildcard, et on s'était aussi rendu compte de ces écarts-là, importants et conséquents, mais on a du mal à mesurer quel est l'écart lié à la machine et quel est l'écart lié au pilote. Parce qu'en plus, les 2 pilotes qui ont battu les Français, même si Laurent Engel dit toujours que c'est les meilleurs, c'est pas les meilleurs. Parce que leur Julio Garcia, c'est 0 podium cette année, il est assez loin. Bien sûr. Et Sabatucci a fait un podium, 2e à Manicourt, mais c'est tout. Et il a sans doute fait ce podium d'ailleurs parce qu'il était allé rouler en championnat de France. Sans doute. Carole est un site d'excellence pour se préparer. En tout cas, c'est ce que dit Christophe et tous les pilotes qui roulent avec lui. Mais donc cette catégorie 300, attention, parce qu'on a vraiment le sentiment que les motos sont identiques, mais ça n'est absolument pas le cas. Et ce que je dirais également, c'est que sur nos meilleurs pilotes en 300, ce sont des pilotes qui n'ont pas l'âge pour participer au championnat du monde. Donc c'est aussi pour ça, cette année, qu'on n'a pas eu forcément de wildcard, parce que je crois que les 3 ou 4 premiers ont 15-16 ans, ce qui est plutôt positif pour l'avenir. Qui gagne le titre en 300 devant Justine Pédémonde, qui elle, justement, est une femme qui fait de très très belles choses, et on va y revenir dans un instant. Et puis Jefferson Delbos, qui lui aussi est très jeune. Exactement. Mais la dernière remarque, c'est exactement le cas, parce que j'ai discuté avec Sam Thomas et Marc Fontan, ils avaient le problème que leur pilote, pour une année, je crois que c'était pour les dernières, était trop jeune. Exactement. Ça, c'est vrai que la réglementation mondiale, c'est quand même quelque chose. On a changé les choses. Pourquoi, Fabien? C'est vrai que sur la 300, en fait, parce que la 300, c'est une catégorie où, quand on a commencé, c'était effectivement des 300. Maintenant, la plus petite cylindrée, c'est 330, 300. Donc et il y a tout un travail qui est fait pour essayer d'équilibrer les performances. Donc moi, je me bats quasiment tous les week-ends. J'essaie de remonter les datas à la FIM pour essayer de récupérer un petit peu, parce que Yamaha, de son côté, a travaillé. Les motos sont un peu meilleures. KTM a ramené une nouvelle moto. Donc là, on a engagé une discussion pour essayer de récupérer un petit peu de performance sur la nôtre, pour la rendre un peu plus facile. Mais les écarts entre chaque fédération sont assez énormes. Et il y a aussi l'âge.
en mondial, il y a beaucoup de pilotes de grande expérience qui ont roulé depuis pas mal d'années dans ce truc-là. Le combat est terrible. Donc, quand on arrive en wildcard dans ce genre de catégorie, si on ne connaît pas ses opposants, ça devient très, très compliqué pour se battre, puisqu'il faut toujours s'ajuster. C'est des courses qui sont toujours au coude à coude. Et ils se connaissent tous. Par exemple, je vois chez nous en mondial, il y a Loris Veneman qui a démarré en début d'année. C'était un peu compliqué pour lui. Il finit par faire des très, très bons résultats cette année. Mais j'en parlais avec lui ce week-end. Il me dit c'est parce que j'ai appris à jauger mes opposants et à mieux les gérer pendant la course. Donc, une wildcard en 300, c'est très, très compliqué. En super sport, ça devient peut-être c'est différent, mais les motos sont un peu plus... et les pilotes sont plus professionnels, donc ça peut aller aussi... mais les motos, par contre, on est d'accord que la Ducati qui fait 900, par rapport à des 600, c'est un peu compliqué. Non, mais... Ouais, non, on reparlera de ça. Bon, d'accord. Bon, okay. J'ai un avis sur la question. En 300, c'est assez équilibré, je pense. D'accord. En 600, il y a peut-être aussi un travail à faire, mais et les différences de prix aussi, puisque le package électronique qui va sur la 300 en mondial est effectivement plus poussé que celui qui est pour l'instant, mais c'est aussi une question de budget. On ne peut pas demander au team, au budget FSBK, d'investir autant dans les motos. Bien sûr. Il faut trouver des équilibres, mais c'est malgré tout très intéressant qu'on ait ces expériences avec nos teams étrangers. Un De Bies qui vient rouler sur Carole, même s'il n'a pas pu rouler au final, mais c'est très bon pour notre championnat de France. C'est important. Juste un mot, le pilote dont il a parlé, Venman, je pense que c'est une future star. Et James Sosland, ce week-end, qui s'y connaît, a dit il va marcher et bien en mondial supersport, c'est quasi couru. C'est incroyable ce qu'il fait depuis 2 week-ends. Et sur ma liste de Top Gun pour l'année prochaine. Voilà. Sans problème. On est pas mal. Un petit coup de chapeau donc à Johan Gimbert, on l'a dit, qui est titré officiellement en 600. Il avait fait une wildcard, donc on l'a dit, à Manicourt, donc c'est bravo à lui. Je vois qu'on est à la mi-parcours de cette émission. On va faire un petit point sur la fédération. Donc c'est l'interview de Sébastien Poirier. Voilà. Monsieur le Président, voilà, on va faire un petit point sur la fédération, parce qu'on a parlé justement de cette finale au Castellet qui s'est très très bien passée. La fédération, est-ce qu'elle se porte bien ? Écoutez, nous sommes en 2023. Souvenons-nous que le Covid, c'était pas si vieux que ça, puisque moi j'ai commencé mon mandat après Jacques Boll en 2020-2021. 2022, on était encore en début Covid. Donc on a vécu une période difficile en tant que fédération, comme toutes les fédérations. Ceci étant, on a eu la chance, nous, de pouvoir sortir du confinement, y compris en termes de pratique, très rapidement, puisqu'on a pu reprendre l'entraînement au mois de mai et reprendre les compétitions au mois de juillet. Je le redis, même parce que ça nous paraît très très loin quand on conclut une saison 2023 aussi belle, mais la fédération, elle sort tout de même, comme toutes les entreprises, d'une période qui nous a quand même profondément marqué. On a retrouvé nos pilotes puisqu'on a battu l'an passé le record du nombre de licenciés. Donc là-dessus, une très très belle année puisqu'on a franchi le seuil des 100 000 adhérents, licence, titre de participation et pas circuit. Donc une merveilleuse année. On a retrouvé quasiment notre niveau d'antan en termes d'épreuves. On a vécu une très belle saison 2023. Donc aujourd'hui, on est sur une belle dynamique. La pratique de la moto n'a jamais été aussi riche dans sa diversité. Je crois qu'on n'a jamais vendu aussi autant de motos qu'aujourd'hui, globalement. C'est-à-dire qu'on a post-Covid. Et ça a du sens. Ça a du sens par rapport à la période dont on a vécu. Une période de confinement, une période de restriction, une période difficile où on nous empêche de vivre et d'être libre quelque part. Et je crois que ce qui fait l'ADN de la moto, ce qui fait le cœur de la moto, c'est cette notion de liberté, de plaisir, individuel quelque part. On est seul sur sa moto et on se fait plaisir. Et ça, je pense que le fait de vivre cette période de confinement, on a aussi mis en perspective toutes les valeurs qui étaient associées à la moto. Pas seulement sportive, mais la valeur générale liée à la moto. Et je pense qu'on en a bénéficié. Et on l'a vu, on n'a jamais eu autant de spectateurs. Enfin, je veux dire, en termes de popularité de la moto, c'est extraordinaire. Les compétitions les enchaînent et on connaît un succès. Le Touquet, plus de 200 000 spectateurs. Le Grand Prix de France de vitesse, je n'en parle même pas. Sans doute l'un des Grands Prix les plus populaires. On est en billetterie payante. On n'est pas sur un spectacle gratuit. Donc, bientôt 40 000 spectateurs en 2025 pour la première manche de Speedway GP en France. On espère. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter. Mais je veux dire par là, le sport moto se porte bien dans le sens où il est populaire. Alors évidemment, une fois qu'on a dit ça, il ne faut pas se voiler la face par rapport aux enjeux sociétaux qui sont les nôtres, les enjeux environnementaux. Clairement, il faut que les sports mécaniques... justement, est un peu menacé. Oui, menacé, mais encore une fois, il faut expliquer tout ce que l'on fait de bien.
C'est-à-dire qu'il ne faut pas évidemment opposer environnement et économie, mais il faut rappeler comment est-ce que l'enduro permet de faire vivre nos territoires ruraux. Je veux dire, aujourd'hui, moi, sur tous les enduros auxquels j'ai la chance d'assister, les élus nous disent « mais merci parce que c'est le 13e, 14e mois pour tous les commerçants de la ville ou du village Oui. ». Et ça ne veut pas dire qu'il faut opposer économie et écologie. Hein. Les chemins, on a perdu des centaines, voire des milliers de kilomètres de chemins par défaut d'entretien, par défaut de circulation. Donc il faut dire tout ce que l'on fait bien. Et moi, ce que je dis au pouvoir public, y compris au ministre de l'écologie que j'ai rencontré récemment, c'est laissez-nous un espace de liberté. Laissez-nous, à nous, fédération, le soin de gérer cet espace de liberté. Ils sont encadrés, tout à fait. Pour faire en sorte que l'on puisse avoir un discours structuré auprès de nos licenciés, auprès de nos clubs. Mais si demain tout est interdit, si on n'a pas d'espace structuré, eh bien tout est autorisé. Tout est autorisé. Donc, je crois à la raison, je crois à l'équilibre. L'Enduropal de Touquet est un bon exemple. On approche, je crois, la 50e édition dans quelques années, je crois que c'est la 47e. Donc, ça veut dire depuis 50 ans d'organiser une course de moto sur la plage du Touquet, il n'y a pas d'impact. C'est démontré tous les ans. Donc ça, il faut le rappeler, il faut l'expliquer, il faut le démontrer. Donc c'est le travail qu'on doit mener, nous, en responsabilité. Puis après, il faut 2 éléments clés pour le futur. C'est réduire nos émissions sonores. Je suis désolé, mais je le dis et je le redis. C'est cœur. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire plus de bruit. Ça veut dire moins de bruit. Ou en tout cas ciblé, peut-être. En tout cas, moins de bruit en entraînement. Le problème, c'est pas vraiment la compétition, ce sont les entraînements. Au Mans, vous avez un très beau circuit qui pourrait se développer encore plus si les motos faisaient un peu moins de bruit. Aujourd'hui, les motos, elles font trop de bruit pour un certain nombre de riverains. À nous de réduire nos émissions sonores et les constructeurs ont un rôle fondamental. Et moi, ce que je dis, c'est que notre menace, mon inquiétude, c'est le bruit. Oui, c'est ça. C'est le bruit. C'est pas la pollution. Parce que c'est moi, une je perverse. connais un exemple, le circuit de Prenois. À un moment, ils avaient demandé au maire, M. Rebsamen, de le dénommer, de ne plus l'appeler Dijon-Prenois et Prenois. Il a bien évidemment refusé. Et ceux qui sont velléitaires et qui pleurent, c'est quand même des gens qui ont acheté leur terrain avant que le circuit existe. Après, pardon. Ah oui. Donc c'est quand même un comble, quoi. Vous êtes à côté d'un circuit, vous doutez bien que ça va faire un peu de bruit. Mais Rémi, bien on a sûr, pas de bonne foi, des ça vaut pour la moto, comme ça vaut pour le coq, Bien comme sûr. ça vaut pour tout. Ceci étant, c'est une réalité. Et moi, ce que je dis, c'est qu'on peut réduire nos émissions sonores. On peut le faire. On a une marge. Les constructeurs ont une capacité. Tout à fait, il n'y a aucun problème. On aucun travaille sujet beaucoup avec technique. les constructeurs d'échappement. Et alors, c'est vrai que c'est toujours un petit peu embêtant parce qu'on est obligé de réduire la puissance. Quand on veut réduire le bruit, mais en général, on perd un petit peu de puissance. ça reste Mais à partir du moment où tout le monde est sur la même piloter. ligne, Exactement. la compétition reste entière. Donc, Bien sûr. voilà, il y a effectivement, mais il faut aussi, comme le précisait, il faut un peu de bonne foi des deux côtés, où on pourra éteindre complètement les motos. Il y aura toujours des gens qui viendront vous dire que ça fait trop de bruit. Oui, ton mais, bébé vient de c'est naître. sûr. après, il y a le code. Et aujourd'hui, on est menacé par rapport à ça. En plus, on est sur des courbes exponentielles en termes de bruit. Donc, si on réduit 3-4 dB, eh bien, on se libère complètement d'un poids. Je peux vous assurer que si demain, vous savez qu'on a lancé un grand plan de développement de la fédération sur les circuits de karting. Ah voilà, ça c'est important aussi, je voulais Donc, le citer. Pourquoi est-ce qu'on a du mal à aller sur le circuit de karting ? À cause du bruit. Parce que les cartes aujourd'hui sont à 95 dB. L'auto a réduit considérablement. Donc si nous, on souhaite pratiquer, rouler sur le circuit de karting, il faut qu'on se mette à 95 dB. Moi, je suis très inquiet pour le supermotard, parce que le supermotard aujourd'hui, lorsqu'il se pointe sur un circuit de karting, personne n'en veut. Parce que, pour le coup, là, on perturbe complètement le niveau d'acceptabilité d'une piste de karting. Donc, il faut qu'on en ait conscience. Et quand je dis, je préférais dire, on s'en fout, ils se sont installés après le circuit, etc. C'est leur problème. Mais ça marche pas comme ça, parce que le juge, voilà. Donc, on a un travail. Il y aura toujours les anti-motos. Je serais tenté de dire que ceux-là ne sont pas très intéressants. Par contre, il faut qu'on aille discuter avec ceux qui sont responsables et raisonnables. Et nous, si on réussit à réduire nos émissions sonores, ça vaut pour la pratique sportive comme ça vaut pour la pratique urbaine. Je veux dire, il faut qu'on en soit conscient. Eh bien, on aura gagné la bataille, la mère des batailles, j'en suis persuadé. Et le dernier point, sur les enjeux un peu sociétaux, et sans être trop long, c'est le fait de dire qu'il faut qu'on travaille avec tout l'écosystème, toute la filière des sports mécaniques. On a une force, une richesse en France de cette filière des sports mécaniques. Et il faut qu'ensemble, on bâtisse, on écrive la feuille de route des prochaines années et de démontrer que les sports mécaniques, c'est un lieu d'innovation, c'est un laboratoire, c'est un lieu de recherche. Et Martin, qui est du Mans,
quand on fait Ah oui, le là. lien entre le circuit des 24 heures et l'automobile et la moto, on voit toutes les innovations dont bénéficient aujourd'hui nos concitoyens grâce et à travers les sports mécaniques. Donc à nous, dans ce temps révolutionnaire, entre guillemets, en termes de technologie, bien de reposer et de remettre au cœur les sports mécaniques comme étant le lieu de l'innovation et de la recherche. On voit Michelin, partenaire de l'émission, mais Michelin fait un travail considérable sur la R&D par rapport à l'écologie. Donc à nous, à travers le sport, d'écrire une histoire pour valoriser tout ce que l'on fait. Mais moi, je suis très fier. Je suis très très fier de la fédération que je représente, des licenciés que je représente, très très fier de tout ce qu'on apporte au territoire. On est la 3e ou la 4e filière sportive. Quand je dis on, c'est les sports mécaniques. C'est une économie, c'est un plaisir, c'est du partage, c'est du vivre ensemble. Je veux dire, on doit être fier de ce que l'on fait, de faire de ce que l'on représente et de ce qu'on génère pour notre pays. Et Martin, le fait d'appartenir à une fédération qui se renouvelle finalement, parce qu'on sent aussi qu'il y a ce vrai renouveau, avec les femmes notamment aussi qui arrivent, t'en es fier justement de faire partie de cette FFM ? Ouais, bien sûr. Honnêtement, moi, je suis vraiment positif dans toutes les idées qui arrivent parce que je reprends sur l'idée du bruit. Pour moi, c'est important. Étant acteur Oui. sur les événements, même moi, des fois, sur une fin de week-end, je peux être fatigué par le bruit en permanence, des motos qui circulent sur la ligne Mais tu droite te des rends compte stands. comme que beaucoup de motards, y compris des anciens, ils veulent quand même qu'il reste ce bruit des motos, des 4 tonnes et 2 Ah, il tonnes faut de du l'époque. bruit. On est, pour certains, anti-moto électrique. Non, mais il y a une On veut différence. surtout pas que ce soit tout moto électrique. Certainement pas. Il y a une différence entre mélodie et bruit assourdissant. voilà. Quoi. Aujourd'hui, on entend une Moto 3 d'OGP démarrer. C'est juste un bruit qui est infernal dans les résonances des box, des pitlines, etc. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on fasse des efforts aussi. Moi, habitant au Mans, quand je vais rouler, je vois bien les difficultés qu'il y a de participer à des roulages. J'habite de l'autre côté du Mans et j'entends déjà le circuit d'où j'habite. Donc, effectivement, je compatis un peu les riverains qui sont autour. Après, c'est à tout le monde de faire des efforts et je pense que nous, les premiers, on doit d'abord faire en sorte que on puisse encore faire perdurer notre... Jérémy, il ne faut pas être radical dans l'approche. Ce n'est pas électrique ou rien. Je crois qu'il y a vraiment cette voie intermédiaire qui permet de réduire les émissions sonores sans justement qu'on nous impose l'électrique comme seule solution. MotoGP, j'adore le MotoGP. Tout le monde adore le MotoGP. Ceci étant, je suis désolé, moi je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut avoir un niveau sonore en MotoGP. Tous les passionnés de moto passent leur temps avec des bouchons d'oreille. Donc, moi, je veux bien. Quand je vais dans un concert, je ne mets pas de bouchon d'oreille. Faut se protéger, ça Encore, en dépend. tout cas. Fabien, À mon avis, Pas on encore. n'aura pas écouté la même musique parce que si vous allez au Hellfest ou voir Guns N' Roses, vous n'allez pas tenir sans bouchon d'oreille. il faut se protéger. Fabien, avant de passer au Superbike et au MotoGP, parce que le temps tourne, je voulais parler du fait que finalement Kawasaki est assez important aussi dans la promotion des femmes, parce qu'il n'y a pas eu un titre avec Anna Carrasco, notamment, il y a quelques années. Effectivement, la marque qui a apporté la première championne du monde, notamment sur la 300, c'était Anna Carrasco. Et elle a continué à performer. Elle a même été vice-championne l'année suivante. Et ça n'a pas été facile parce que ses petits copains lui ont pas facilité forcément la tâche. Il y a toujours un peu quand même, faut pas que je finisse derrière une fille. Mais elles sont quand même très fortes et j'en connais beaucoup maintenant et qui sont vraiment présentes dans le paddock mondial. J'ai parlé avec Andrea qui sera dans la coupe féminine l'année prochaine. Elles sont très impatientes de pouvoir se mesurer. Comment ça, la coupe féminine, tu as des informations? Dans la coupe féminine, c'est confirmé, ça va arriver l'année prochaine. Donc 2024, dans le cadre du mondial Superbike. Voilà, Ok. le format n'est pas encore week-ends, décidé. 6 week-ends 5 ou 6 week-ends et ça sera uniquement des femmes, normalement monomarques. Pour l'instant, Et ce serait pas Kawasaki, a c'est le priori. schéma. Non, Kawasaki Non, n'a ce pas, serait Yamaha. Ce serait n'a pas été Yamaha. consulté. Je pense que ça sera des R7, effectivement. Mais c'est un format qui est amené à évoluer. Et peut-être que si une première année est réalisée avec succès, on pourra considérer des budgets un petit peu plus importants l'année suivante pour faire du multimarque. Et ça ramènera encore plus d'énergie dans la catégorie. On va voir, mais je sais qu'à l'époque, Katia Pongsen était là avec les hommes, et bon, c'est pas une nouveauté. Donc on va voir ce que ça va donner. On se laisse le temps, mais en tout cas, c'est bien que les filles, justement, et les femmes arrivent aussi dans la compétition moto. Et on va basculer
au Portugal, puisque le temps tourne. À Portimao, tu y étais, Fabien. Et oui, voilà, tu es rentré à peine de Portimao. Comment se sont passées les courses? Après, je solliciterai évidemment Rémi. Ça a été des courses très très disputées. C'est pas la dernière manche, c'est juste l'avant-dernière manche. Oui. Il y aura encore une manche à Jerez qui remplace la manche d'Argentine. Si, c'était la dernière manche. Dans ta catégorie. Pour la 300, c'était effectivement la dernière oui, manche. c'est vrai. Et on a pu récupérer le titre, notamment avec Jeffrey Boyce, qui est le seul pilote à avoir été titré 2 fois dans cette catégorie. Je vais trouver un surnom ce week-end, dimanche. Le gestionnaire. C'est vrai qu'il a fait une course... il était stressé. Une course il a fait 8 et 11. Non, c'était sa stratégie. Il voulait rester en contrôle. Il y a aussi le fait qu'il il est assez copain avec José Luis González, qui était devant. Et c'était le 2e au championnat. Et José Luis voulait absolument gagner une course. Et lui n'avait plus grand-chose à perdre, en fait. Donc, il allait tout donner. Et on sait que dans ces catégories-là, on peut vite partir à la faute. Ouais. Ou se faire emporter par la faute de quelqu'un d'autre. Donc, il a préféré, effectivement, gérer. Et après, ça lui a quand même fait transpirer un petit peu, parce qu'il avait imaginé se laisser un peu à l'arrière du groupe pour éviter d'être en danger sur les autres qui viendraient l'attaquer. Mais il n'avait pas pensé que le groupe serait aussi long. Et finalement, il finit à 2 points. 7 parce que malheureusement Rosset a été disqualifié. Disqualifié, mais pour des il n'a raisons qu'on a du rien mal à fait là. comprendre. Il n'a rien fait du tout. Non, c'est de la compétition. Rémi était Lui, il n'a énervé. pas de chance parce que ce gars était sensationnel, on ne le connaissait pas. Il n'a jamais gagné. C'était la chance de sa vie. Il est très, Il très a fort. fait la pole. Il a mené toute la course, sauf un demi-tour où il se relève un petit peu, où il est 3e. Et là, il y a le drapeau rouge, donc du coup, il perd 9 points, qui vont être très importants le lendemain. Le lendemain, il fait encore une course de folie. Et j'ai trouvé, il n'a pas dit un mot. Non. Il a simplement rendu hommage à Dean Berta Vignales qui était mort l'année d'avant. Il n'a pas dit un mot de protestation. Son visage était fermé, mais il a réussi à se contenir. Moi, j'ai envie de le rencontrer, ce gars-là. Il est très, doit très être fort, super, effectivement. Il est assez taciturne, mais il est très concentré sur la moto. Il a beaucoup d'énergie et d'ambition. Je suis vraiment déçu pour cette disqualification qu'on a du mal à comprendre en plus, puisque quand on va sur le vert, c'est clair, on a une vidéo, on a une photo. Là, moi, très honnêtement, je ne suis pas d'accord. Quand on fait de la course, on sait que pour prendre une aspi, c'est comme ça qu'il faut faire. Et tous les Dario pilotes... Marchetti, qui est Ducati et qui commentait avec nous, qui roule depuis 45 ans, a dit la décision est ridicule. Pour moi, il a fait un dépassement by the book, comme on dit, comme on aimerait en voir peut-être même plus souvent. Il a vraiment réussi à se coller. C'est pas facile sur des motos qui sont vraiment très similaires en termes de puissance. Donc, il a tout calculé pour pouvoir gratter ce petit mètre qu'il avait devant Jenai, son opponent. Jenai a aussi bien défendu sa part. Bien sûr. Et c'est lui qui a pris l'allant. Je ne comprends pas la décision de la FIM. Ça a été un peu comme ça toute l'année, malheureusement. Et puis il n'y a pas que là, MotoGP aussi, en Formule 1 aussi, pareil. Une nouvelle c'est gestion de compliqué. course cette année. Et on a beaucoup perdu en termes de pédagogie. Avant, on avait Franck Vessier et Tamara qui s'occupaient très bien. Je me battais des fois un petit peu avec eux, pas toujours d'accord avec leurs décisions, mais au moins on avait toujours une explication. Aujourd'hui, les décisions tombent un peu comme ça, sans justification. Et cette dernière disqualification, pour moi, elle est honteuse. Alors, en 600, ça s'est mieux passé parce que Ducati, de toute façon, a dominé. Bon, on va pas dire grand-chose là-dessus. Par contre, en Superbike, on a vu un superbe duel. On va quand même dire en 600 que Yamaha a gagné avec Stefano Manzi, qui a été incroyable. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, Ducati est venu, on commentait avec un Ducati. Ce Ducati a été champion du monde, constructeur en Supersport et en Superbike le samedi. Champion du monde pilote avec Nicolo Boulega. Très belle histoire d'ailleurs que nous a expliqué Dario, parce que le pilote Ducati est plutôt 2 fois champion en Superbike, non? Oui. Ça fait 2000. Ils y sont quasiment champions en Superbike avec un Jean-Baptiste. En Supersport, ça y gagne qu'une mille. Et d'accord. Pas mal. Et petite histoire au passage, pourquoi il pleure? En fait, ce garçon qui est champion, on le savait pas, c'est le fils de Davide Boulega. Il y a parfois de l'émotion, il y a eu des gros problèmes familiaux. Il a perdu son frère qui est décédé. Ensuite, les parents sont divorcés. Il était plus carrément, il parlait plus à ses parents et sa famille c'était devenu Ducati. Ah. Voilà. Et il a gagné avec Ducati. Voilà. Ancien protégé de chez la VR46, d'ailleurs. Oui, au début, oui. Pareil, là aussi, il y a eu une petite séparation. Bon, ça fait partie. Et donc, Superbike, après on va parler de MotoGP, promis. Superbike avec un duel incroyable entre Toprak et Bautista. Quelle publicité pour la moto que cette course-là. Jusqu'à maintenant, la plus belle course que j'ai commentée, c'était en 2002. Le jour du titre de Fabien Foret en Supersport, c'était Edwards contre Bellis. Et Bellis était sûr de perdre. Et malgré ça, Edwards avait, par fierté, voulu... Parce que la première manche, c'était déjà fantastique, mais il avait voulu le battre alors qu'il pouvait tout perdre. C'était incroyable. Là, ce qu'on a vu sur la course du dimanche, la course sprint,
Déjà, Toprak Azgatoglu était incroyable parce qu'il n'y avait rien à faire face à la Ducati dans la ligne droite. Et l'après-midi, alors déjà, il casse sa bulle. Jamais il s'énerve. Le gars casse sa bulle de rage parce qu'il voit qu'il ne peut rien faire, mais il essaye. L'après-midi, il y a 10 tours de plus. Franchement, on en connaît. Martin est déterminé. Moi, je suis déterminé. Tu lâches mentalement. Il a fait les 20 tours comme ça. Il a redoublé tout le temps. C'est une course d'anthologie que je vous invite à voir. Et il repère encore comme ça. Bautista lui fait le même coup sur la fin parce que c'est la puissance de la machine. Je pensais vraiment que quand j'ai vu que Toprak se battait jusqu'au dernier tour, normalement on sait que Bautista à peu près à la mi-course il s'échappe et puis on regarde les deux et on a tous pensé qu'il allait s'échapper. Et là comme il n'a pas pu s'échapper, je me suis dit c'est bon, cette fois-ci c'est pour Toprak. Mais c'était sans compter ce dernier virage qui est quand même assez difficile et quand on a un peu de puissance, bon, voilà, il l'a fait par l'extérieur. De toute façon il y avait une ligne dédiée à la Ducati. Oui c'est ça, l'extérieur. Normalement elle n'est pas efficace celle-là. Donc je suis déçu pour Toprak, il est aussi... Et du coup, il a retapé encore la coupe. Il a fendillé sa bulle, cette fois-ci, tapé sur rage. Mais quelle détermination, quel exemple quand tu vas être en difficulté la saison prochaine, à un moment ou à un autre. Il ne sera pas. Il ne sera pas en difficulté. Il y a des moments dans la saison où il va l'être. On ne peut pas être tout le temps. Il n'y a aucun pilote. Tout pilote à un moment dans la saison, à un moment de difficulté. Repensez à ce que fait ce gars-là. Non, c'est vrai qu'il est déterminé. Et puis, son histoire, elle était avec Kawa aussi, et Toprak. Et puis, bon, il s'est passé quelque chose en endurance, mais on n'a pas l'occasion d'y revenir, malheureusement. Mais il est passé chez Yamaha. Il sera donc chez BMW l'année prochaine. On a encore 5 minutes pour parler MotoGP. Donc, on va le faire, évidemment. On était au Japon. C'était pas si simple, hein, les conditions, encore une fois. Vous avez regardé un petit peu ce qui s'est passé côté de Motegi, Sébastien Martin? J'ai vu. Ouais, vas-y. Non, mais... Moi dès le dimanche matin, dès que je me suis levé, j'ai pris mon téléphone. C'est la première chose que j'ai faite. J'ai démarré le Grand Prix. Finalement, après l'avoir vu, je me suis dit que j'aurais peut-être pas dû le regarder parce que ça m'avait un petit peu fâché quand même. Je suis un peu, je suis vraiment très déçu pour Johan. Tu t'entraînes avec lui, en plus tu le connais bien. Ouais, je le connais un petit peu. Je m'entraîne un petit peu avec lui. Il est venu en plus gentiment me voir pendant le bol d'or dans la SMI pendant que j'étais en train de récupérer. Donc on a pu discuter un petit peu. Voilà, c'est quelqu'un qui bosse en permanence, un acharné. En plus. Là, direct, il se fait sortir dès le début de la course par Maverick Viñales, qui était lui aussi, qui était en train de chuter. Donc voilà, ensuite il revient et il roule 2 secondes plus vite que tout le monde pendant quelques tours. Après, il arrive, il remonte. Enfin, franchement, il était en train de faire une course de folie. Donc voilà, c'est vraiment pas mérité. Et puis voilà, je comprends toujours pas qu'il y ait rien eu pour le sauver, même au niveau du team, on n'a pas vu en fait d'interaction pour essayer de. Ils ont essayé un peu la mise, mais on en a parlé dans la voiture quand ils protestent. Face à la personne de l'IRTA et aux responsables, il y a Fonsi Dieto qui est là, qui ne dit rien, l'ancien pilote, et Gino Borsa, c'est vrai qu'il le laisse tout seul. Après, on a un groupe WhatsApp où on discute avec tous les commentateurs, et ce qui est intéressant, c'est que tous les latins ont pris un peu comme la défense de Johan, les Espagnols, voire certains Italiens. Et les anglo-saxons leur ont répondu, les gars, ils nous ont envoyé la règle, la loi, c'est ça. Donc on rappelle ce qui s'est passé. Voilà. Donc il est tombé, il y a eu drapeau rouge, et il a ramené sa moto, mais il est passé par la voie de sécurité, il n'a pas recoupé la ligne. Il aurait fallu passer la ligne à 5 mètres près pour que le transpondeur compte le tour fait. D'accord. Et malheureusement... C'est injuste, ça paraît horrible, président, mais c'est le règlement. C'est exactement la même chose que Bartosz Marslik en Pologne qui met pas le... Il y a un règlement. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Rémi, parce que pour moi, c'est un problème technique. Et le règlement, il est écrit comme ça, mais il y a des gens qui l'appliquent. Et ils auraient peut-être pu quand même avoir l'intelligence de se dire qu'il pouvait tout à fait être reclassé et reprendre sa place. Parce que c'était le fait. C'est un problème technique où le transpondeur n'est pas assez puissant pour aller jusqu'aux 5 mètres. Donc, pour moi, il n'a pas pris la bonne voie d'accès. Il aurait dû pousser sur l'herbe. Ça s'est joué à 5 mètres, mais il n'a pas pris la bonne voie. La boucle était enterrée donc sur l'autre voie. Le règlement, il doit être appliqué. C'est monstrueux parce que ça n'a pas de sens d'un point de vue sportif. Mais c'est vrai que la moto doit passer sous la boucle pour être captée. Et on ne peut pas avoir des systèmes de transpondeurs trop larges en termes d'ondes, parce que pour le coup, ça fait perdre de sa précision. Donc c'est toujours, sur le fond, il n'y a pas de sujet, il est bien rentré par un endroit qui n'était pas celui qui aurait dû être emprunté. Et il rentre dans le temps imparti, dans les 5 minutes. Et il rentre, mais sur le point de vue sportif, il n'y a pas de sujet, il est totalement dans les règles par rapport aux 5 minutes. Mais le problème, c'est qu'il ne passe pas sur la voie où il y a la ligne de transpondeur.
Et c'est évidemment que c'est toujours dur parce que c'est pas mérité. Je pense que c'est un peu à l'image de la saison de Johan où il fait des choses absolument extraordinaires avec des remontées, des trucs. Et il se fait percuter combien de fois cette année Mais au c'est départ. Bon, et c'est un pilote qui mérite tellement mieux. On a tellement envie qu'il gagne Ça son reste premier un bel Grand Prix. ambassadeur pour la FFM, tout comme Fabio d'ailleurs. Non, mais attendez, on a la chance. Alors, on n'a pas beaucoup de pilotes en Grand Prix, mais on a la chance d'avoir deux magnifiques pilotes français en GP. Un Fabio et un Johan. Johan qui, par ailleurs, est notre parrain sur notre filière vitesse, génération vitesse. C'est-à-dire qu'en plus de tout ce qu'il fait, il a accepté de prêter son nom sur le projet qu'on a mis en place. Donc moi, je lui en sais gré. Quant à Fabio, il donne une image aussi très positive de la moto parce qu'on a deux sportifs complémentaires. Mais c'est vrai que pour Johan, c'est terriblement frustrant parce qu'on sait qu'il mérite tellement autre chose. Il mérite tellement son Grand Prix. Un Grand Prix. Mais il l'aura. Moi, j'en suis persuadé qu'il l'aura parce que c'est quand même lui dont on retient. Et on a tous ce sentiment-là de se dire, mince, qu'est-ce qu'il est fort ce Johan. Vous venez de dire, on va le retenir. Je crois que sur la longueur, souvenez-vous, Jacques Anquetil et Raymond Poulidor, il y en a un qui gagnait tout le temps, l'autre qui est toujours deuxième. Je me demande si là, il n'est pas en train de devenir le Poulidor de la moto par rapport à Fabio Quartararo, et si il a, dans le cœur des Français, s'il n'est pas plus aimé quelque part pour tout ce qui lui arrive, oui. Et s'il ne laissera pas une trace plus importante peut-être. C'est possible. Johan Zarco sur la longueur avec ce rôle-là, je m'interroge. D'abord, Johan a gagné. Il est double champion du monde. En moto de, Il n'y a pas d'autres pilotes qui ont réussi à conserver leur titre. Donc, il a gagné et il a gagné de nombreuses fois. Là, il est en MotoGP, donc il mériterait une victoire en MotoGP, c'est certain. Ceci étant, je crois, c'est pas le Poulidor de la moto. Moi, je pense pas, parce que c'est un magnifique compétiteur, et quand on voit son parcours, c'est un parcours de combattant et de warrior. Il vient de dire le bon mot, résilience. Il a une résilience incroyable. Tout à fait. Et là, il sera chez Honda l'année prochaine en plus. Enfin voilà, il part de chez Ducati où on lui a proposé un contrat qui lui allait pas. Il sera là, il va encore se battre. Donc bon, et ses équipiers chez Ducati, ils lui mettent pas la vie facile avec Martin qui nous fait encore un super doublé. Enfin, fantastique. Incroyable, c'est le pilote qui a gagné, je crois, sur les 7 dernières courses, il en a gagné 5. Il a fait le doublé encore. Il a tout fait, là, cette fois-ci. La pole, ça fait 3 fois qu'il gagne comme ça les courses sprint. Voilà, qui bat maintenant Binder, qui est le meilleur en course sprint. Et maintenant, il est bon sous la pluie. Oui, il n'y avait plus que 8 points de retard après la course sprint. Il n'y en a plus que 3. Et comme il l'a dit, il ne savait pas. Il est le plus fort depuis un mois sur le sec. Voilà que maintenant, il est bas aussi sur la pluie. Et Jean-Louis Moncel nous a envoyé un message. C'est vrai que là, sur un circuit comme Motegi, quand ils sont partis dans le premier tour, mais les Japonais ont eu raison. Tout le monde a eu raison de les lâcher la direction. Oui, parce tiens, c'est passé. Ce tour s'est passé quand même. Oui. C'est passé quand même. C'est des équilibristes. Ils étaient en slick. Dans les conditions dans lesquelles ils étaient, c'est incroyable. Tu serais allé, toi, Martin ? Alors, j'y serais allé comme tout le monde parce qu'on n'a pas le choix. Mais c'est sûr que c'est toujours des conditions très délicates où il y a énormément de risques. Alors, on peut gagner beaucoup, mais on peut perdre aussi très gros. Donc voilà, c'est un tour qui... Mais d'un autre côté, personne n'est rentré dans les stands pour mettre des pneus pluie. Enfin, ou en tout cas pour changer de moto. Au bout du premier tour, Ah oui, si, d'accord. mais avant le départ, ils auraient pu le faire ou pas ? Je crois pas. Oui, ils auraient pu, mais personne Ils partaient des stands, mais voilà. Donc, Après, il y avait peut-être trop de temps à perdre. Si le si peu c'était sec, voilà, il fallait au moins tirer au maximum de Tous les pilotes avaient la même stratégie, donc ça changeait pas grand-chose. oui, c'est ça. Bon, quand même, on va parler donc Bagnaia qui s'accroche parce que 3 points, bon, c'est pas beaucoup, mais en tout cas, il était là. Au moins, il n'est pas tombé. Et Marc Marquez. Ah là, au Japon, son employeur qu'il essaye de quitter, il a essayé avec 2 écuries Ducati déjà, il y en a une, ça s'est pas fait parce qu'ils étaient d'accord pour le prendre, mais il voulait un contrat de 2 ans pour un pilote comme ça, lui il ne voulait qu'1 an, parce que son idée pourrait peut-être être après en 2025, vouloir aller chez KTM. Ah oui. Là, il est dans le jardin de Honda, Motegi, et il fait son seul podium de l'année, parce qu'on compte le podium dans les courses longues. Oui. Il a fait des podiums, mais en course sprint, c'est la première fois de l'année. Et la chance pour les Japonais et pour Honda, quand même, c'est qu'il l'a fait le jour où c'est le Grand Prix du Japon. C'était beau, c'était incroyable. Il savait que c'était sa chance sur le sec, il avait aucune chance avec cette Honda, et il l'a fait. Et bravo, franchement, ça a fait plaisir. De toute façon, quand Marquez est là, qu'on soit fan ou pas fan de lui, regardez les premières courses de l'année à Portimao, Martin, il se passe toujours un truc en plus. Le gars est incroyable. C'est pour ça, je pense qu'il mérite quand même, il n'a que 30 ans, pour sa dernière partie de carrière, il mérite une moto pour jouer devant. Je suis entièrement d'accord. Aujourd'hui, moi, je suis fan d'aucun pilote. Mais par contre, quand on voit Marc Marquez, ce qu'il fait depuis toutes ces années,
Je pense pas qu'il mérite autant de chutes, autant de blessures. Il mérite vraiment d'avoir aussi un très bon package pour renouer avec la victoire. Et franchement, moi, il m'a toujours fait rêver, rien que dans le Portimao, la pole position. Enfin, franchement, il fait des choses qui sont vraiment Et la surnaturelles. course sprint de Portimao, c'est incroyable. On a parlé de la résilience de Johan Zarco, mais quelle résilience, plus dans l'état dans lequel il a le bras, il a roulé avec un bras et demi, c'est incroyable. Non, mais il est mi-humain, mi-on ne sait quoi, mais il y a Au quelque chose début, en plus. Il est fort. quand il a battu les records de Freddy Spencer, les gens l'avaient surnommé l'extraterrestre. Mais oui, non, mais il est encore là, 101e podium en carrière, c'est quand même fort. Bon, j'aimerais qu'on en parle encore plus, mais on va dépasser le temps réglementaire. Donc, on aura pu faire un petit point sur toutes les disciplines, sur la Fédération française de motocyclisme également, avec Sébastien Poirier. Merci beaucoup. Merci à vous. Ben voilà, d'être venu avec nous et d'avoir expliqué un petit peu aussi les actions, parce que le nouveau logo de la FFM, etc. Enfin voilà, on est en train de se renouveler et de se réinventer. Oui, en tout cas, dans la continuité, on fête nos 110 ans cette année, la fédération. Donc c'est vrai qu'on a vraiment voulu marquer une évolution dans une certaine forme de continuité. Je pense que la force de nos structures, c'est de respecter l'histoire, de l'intégrer, de la comprendre, et puis de s'inscrire toujours dans le mouvement. Et c'est pour ça que cette évolution, ces problématiques environnementales, il faut surtout pas en avoir peur. Il faut se les approprier pour mieux les traiter. Je viens d'avoir une idée. Ah bon, quoi? Mais ce nouveau logo, cette idée que vous avez eue de la FM, sur 3 ou 4 émissions à côté de Michelin. Mais oui. Ah, il serait C'est parfait. là, il serait ici. parfait. Ben moi, je le prends là. Je le prends ici. Martin, quel est ton programme pour la fin d'année, te préparer pour la saison prochaine? C'est fini maintenant, que ce soit sprint ou endurance. Ça y est, c'est enfin terminé. Bon, maintenant, je vais continuer à aller m'entraîner pour me préparer pour la saison prochaine. Là, la mission, ça va être de trouver du budget pour attaquer le FSBK l'an prochain, parce que évidemment le niveau monte, mais aussi le matériel est de plus en plus cher et les coûts augmentent. Ouais. Donc tout va ensemble, mais moi je veux toujours être là, je veux continuer à me battre avec les meilleurs de la catégorie. Et puis voilà, essayer de préparer aussi l'endurance comme il faut et essayer de performer et pas craquer de Voilà. l'année. Je te rassure, on veut te voir aussi. 7e au classement général avec tous les extraterrestres autour avec cette moto 75. Cette Yamaha, bravo pour cette performance. Merci. Et puis, Anthony, oui, Fabien est là. bon courage. Ah non, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu viens de te faire piquer Jeffrey Boyce, ton double champion du monde qui part chez KTM. Tu viens de te faire piquer Adrian Huertas, le super pilote qui monte par Ducati. Oui, il y a un petit nouveau qui arrive. Tu vas en avoir du boulot. J'aime bien les challenges. T'as perdu deux de tes meilleurs et tes chouchous. Je pense que l'année prochaine, je vais encore tout gagner en 300, certainement, comme je l'ai fait cette année. Jeffrey Buss, très honnêtement, j'en ai parlé avec lui, et je comprends tout à fait. On parlait qu'il était un peu gestionnaire. Il aurait pu rester dans le confort de MTM et continuer, mais il veut un nouveau challenge. Donc il va chez KTM et on va voir comment ça va se passer. Ce sera intéressant pour moi de l'avoir en face cette fois-ci. Et puis je vais profiter de cet hiver pour pas lui laisser la tâche facile l'année prochaine. Donc gros Et programme en continuer un bon 300, parcours. en 600 aussi peut-être? En 600, c'est un peu plus compliqué pour D'accord. nous, puisqu'on a une moto qui est quand même une homologation de 2009, qu'on continue à faire Vieille vivre, moto. qui reste très performante. Bien sûr, mais bon. Mais voilà, il n'y a pas l'énergie, puisque nous, le constructeur veut quand même vendre des motos, et là, investir sur une moto qu'on ne vend plus, c'est un peu plus compliqué pour trouver les budgets. Mais on essaie de garder ça toujours actif et vivant pour éviter ce trou dans la catégorie qui, par exemple, nous a fait perdre Adrien Huertas. On aurait pu lui proposer des motos, mais il a préféré, parce que lui, il veut gagner un titre absolument en super sport, et il s'est dit qu'avec la Ducati, ça sera plus facile. Bon, 2024, ça va être gros défi pour ton équipe, pour toi, hein, Fabien, avec Jonathan Ray qui s'en va aussi, mais voilà, il y a Lui aussi, de la nouveauté. probablement en recherche de souffle nouveau et de motivation. Et nous, de notre côté, on va quand même travailler pour. Allez, Pour Bassani revenir Loves pour Kawasaki officiel. Bon courage aussi. Hein. Non, là, mais c'est pas vrai. Bon, Quoi, en tout c'est cas, la merci vérité. d'être venu. Oui, non, C'est bon, la vérité. On est d'accord. Mais tu aimes les L'année challenges. prochaine ne va pas être la plus facile, mais on va peut-être en profiter pour faire du développement et revenir d'autant plus fort en 2025. Et donc en endurance aussi, avec... Endurance, voilà. un programme aussi qui sera à confirmer cet hiver. On est sur les bonnes bases, il n'y a plus que les pilotes à confirmer en fait maintenant. Bon, Mais ça va arriver voilà, d'ici la fin de l'année. on croise les doigts. Donc merci Rémi également. C'est un plaisir comme d'habitude.
Marc, t'as apprécié? Bon, c'était une émission 100% moto pour une fois, ça ressemblait à Feu Motocritique. Ah là, exactement, on s'est bien régalé en tout cas. Merci à vous également d'avoir suivi cette nouvelle émission Racing Stream sur MGG. Et on se retrouve la semaine prochaine. Il y aura certainement Donald ici, ne l'oubliez pas évidemment. C'était un plaisir de pouvoir représenter. Et puis merci à vous tous d'avoir été présents avec nous. On se dit rendez-vous la semaine prochaine, lundi 19h, même lieu, même heure. Voilà, salut à tous. Michelin, Motion for Life.